Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, réfléchir autour de questions qui congrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vous nous suivez à Brazzaville, vous nous suivez aux environs de par le monde, à Kinshasa sur CCTV, et dans le monde, c'est sur Internet, www.peterkianirdc.tv. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Vous sentez les bruits d'ambiance, nous sommes au cœur de l'université de Kinshasa, centre de savoir pour ce premier numéro de 2017, bien sûr après la fermeture de CCTV pour des raisons que vous connaissez. Nous sommes heureux aujourd'hui de parler pays encore, de parler Congo et surtout de parler constitution, de contrat social, ces documents qui nous protègent tous. Réfléchir avec, je veux dire, un spécialiste, professeur ordinaire à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, professeur de recherche à l'université d'Afrique du Sud, professeur invité à l'université de Paris Sud en France et à l'université d'Addis Abeba en Éthiopie. Hervé Bagagé, membre du conseil exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESPEA. Et enfin, membre du Conseil pour les sciences sociales aux États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons l'honneur de recevoir ce brillant professeur, André Mbata. Bonsoir. Bonsoir Peter. Comment vous allez, professeur? Bon, je vais très bien, mais la nation est éprouvée lorsqu'on parle de la Constitution, peut-être on en parlera, avec le décès de M. Etienne Tshisekedi, le premier docteur en droit congolais, donc dans l'histoire du Congo. M. Tshisekedi aura été la première personne à obtenir un doctorat en droit, il est décédé, et donc en son hommage, c'est quelqu'un qui a lutté pour l'état de droit, pour les valeurs de la Constitution que nous défendons, donc sur ce point-là nous sommes affligés, mais parce que le combat continue, nous sommes en forme pour continuer la lutte pour la défense de la Constitution. Professeur, quel mérite pour Etienne Tshisekedi dans le pays? Etienne Tshisekedi aura été un homme exceptionnel. Pendant plus de la moitié d'un siècle, depuis les années 60, depuis qu'il était à 19 ans, il ne faut pas oublier, Tshisekedi était commissaire général adjoint en 1961. Et pendant un demi-siècle, Etienne Tshisekedi se sera battu contre toutes les formes de la dictature dans ce pays. Il aura consacré sa vie à la défense d'un état de droit véritablement démocratique. Et Tshisekedi aura été l'un des champions de la protection des droits humains. C'est pourquoi cette émission ne pouvait pas commencer sans évidemment qu'on puisse rendre hommage à ces géants dans l'histoire, parce que comme l'IDGPA l'a fait dans son hommage, peut-être nous n'aurons pas d'ici bientôt un homme semblable à Tshisekedi qui se bat avec constance. Il n'a pas versé dans la corruption politique, il n'a pas versé dans l'immoralité politique, il n'a pas versé dans la prostitution politique. Il est resté constant et ce sont les mêmes valeurs qui sont défendues au niveau de l'institution. Quel mérite? Héros national à Montpellier, il faut quoi, selon vous? Bon, je crois la nation, revenant au pays, je constate que la nation est en deuil. Il faut le plus grand monument à Tshisekedi. Il faut le plus grand monument. Et je suis heureux de constater que les hommes politiques de tous les bords, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, tous sont unanimes sur le rôle important, exceptionnel que M. Etienne Tshisekedi aura joué dans l'histoire de ce pays. Donc, cette nation qui est reconnaissante doit savoir l'exprimer. Une mausolée, un bâtiment, un monument, ce ne serait pas moins faire pour un homme qui s'est tant battu pour l'état de droit dans ce pays. Professeur, nous allons parler droit, nous allons parler constitution. Laissons-nous un peu fleurer politique. Pour l'UDPS, Tshisekedi, le corps ne vient pas. L'application de l'accord de la CENCO, dont les évêques d'ailleurs ont repris le travail hier. Vous en pensez quoi, vous? Bon, je ne sais pas, l'UDPS, je crois que tout tourne autour de l'application d'un accord. L'accord de la Saint-Sylvestre. Et pour nous, tout tourne donc autour de cet accord. Cet accord pour nous est important. Il est important pourquoi? Parce qu'après le 19 décembre 2016, comme les élections n'ont pas été organisées dans le délai constitutionnel,
malgré un arrêt anticonstitutionnel de la Cour constitutionnelle. Reste en fonction jusqu'à l'installation. C'était un arrêt hérétique. Il reste en fonction. C'était une sorte d'hérésie en droit constitutionnel, mais je ne veux pas parler de cela. Nous allons en parler. Mais ce qu'il faut dire que c'est un accord important, tout tourne autour de l'application d'un accord qui nous permet de rentrer dans l'ordre normal de la Constitution. Mais qu'est-ce que vous pensez de la position de l'UDPS? Le corps ne sera pas rapatrié tant qu'on n'a pas nommé un Premier ministre du Rassemblement. Bon, je crois qu'ils sont en train de négocier, mais tout ce que je sais, c'est que, en fin de compte, la nation doit rendre un hommage à Étienne Tshisekedi. Et si tout le monde est unanime, si tout le monde constate que l'accord de la 5 ans, c'est l'un des héritages laissés par Étienne Tshisekedi, si nous devons prêcher par les actes, nous devons appliquer cet accord qui nous permet de rentrer dans l'ordre constitutionnel. Professeur, là, cet accord ne viole pas la Constitution. L'accord, je l'ai dit, depuis le 19 décembre 2016, le train a quitté le rail. Il a déraillé. Oh. Nous sommes déjà à marge de la Constitution. C'est l'accord qui nous permet de rentrer sur les rails. Nous sommes déjà à marge. Et vous savez que toutes les institutions, le mandat, même pour l'Assemblée nationale, au mois de février, ils ne sont plus légitimes. Exactement. Donc on va fonctionner avec plusieurs institutions. Déjà le Sénat, qui est là depuis plusieurs années. Donc on est déjà en marge de la Constitution. L'importance de l'accord, c'est qu'il va nous permettre finalement de rentrer dans l'ordre constitutionnel. Mais comment ils vont nous permettre de rentrer dans l'ordre constitutionnel quand l'accord dit que le Premier ministre doit être issu, présenté par le Rassemblement, pendant que nous savons que la Constitution stipule que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Professeur, vous êtes constitutionnaliste, ça s'explique comment? Ça s'explique, je vais vous dire ceci. Une chose, nous disons ceci clairement, c'est qu'on a déjà quitté les rails, on n'est plus dans la Constitution. Donc là, nous sommes dehors. Nous sommes dehors. Et l'accord remet... ne sert plus à rien. Non. Là, c'est une question à laquelle je répondrai. Allez-y. Parce qu'il est important, l'accord de la 5 ans nous permet de rentrer dans ce document totalement. Comment? Alors, je reviens d'abord à la première question que vous posez. Le Premier ministre est nommé suivant l'article 78. Exactement, de la Constitution. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises. Cet article n'a jamais été respecté depuis le début. Et je vais vous le prouver. Allez-y. Parce que l'accord dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Depuis la mise en place de cette Constitution, cet article dont on parle n'a jamais été respecté. Et comment il n'a pas été respecté? Lorsqu'on nomme le Premier ministre Gizenga, Premier ministre, il n'est pas de la majorité parlementaire. La Constitution était déjà violée. Parce que monsieur, le patriarche Gizenga ne faisait pas partie de la majorité parlementaire. Mais continuons. Après lui, on nomme le Premier ministre. Avant d'arriver à Mouzito, aidez-nous, professeur. Bon, Gizenga n'était pas de la majorité parlementaire. Non, il n'était pas de la majorité parlementaire. Il n'était pas député. Exactement, mais le parti, la coalition, c'était la majorité parlementaire. Et selon ceux de la majorité, qui nous suivent d'ailleurs, où il y a des éminents professeurs, Évariste Bochab et consorts. Pour eux, le fait qu'il y a eu un accord de la AMP à l'époque d'ailleurs, et que la AMP, majorité présidentielle, devrait être ici le Premier ministre. Donc il n'y avait pas besoin qu'il soit député. Ça, c'est des éminents professeurs. Bon, je ne sais pas si Évariste Bochab et consorts. Laissez-moi préciser alors la chose. La majorité présidentielle n'est pas la majorité parlementaire. Vous le dites bien. AMP, c'était l'alliance pour la majorité présidentielle. Exactement. Et la Constitution, l'article que vous aviez évoqué, vous dites que le Premier ministre est issu de la majorité, non pas présidentielle, mais parlementaire. C'est simple. Mais est-ce que ça dit qu'il doit être obligatoirement député? Absolument. Absolument. Parce que je vais vous donner un exemple. Je suis de la majorité. Supposons que je suis du PALU, un parti que j'aime bien, comme tous les autres partis, comme le PPD d'ailleurs. Alors, c'est né. Mais tout membre du PPRD ne fait pas partie de la majorité parlementaire. Ce sont seulement les députés du PPRD et les sénateurs du PPRD qui font partie de la majorité parlementaire. Donc on a violé la Constitution. Mais c'était violé. Et vous n'en parliez pas. Mais il fallait que vous soyez venu dans le plateau. Et alors même par la suite, c'est lui aussi que j'aime bien le Premier ministre. Mais lorsqu'il est nommé lui aussi, il ne fait pas partie de la majorité parlementaire. Ce n'est pas sa faute. Il est député, Mouzito. Non, à l'époque, il n'avait pas gagné les élections comme député provincial.
Après lui, c'est Matata Ponyo. Après lui, c'est le Premier L'homme de ministre la Matata. croissance économique. Mais le Premier ministre Qui Matata, est maintenant à Kindu quelque part. il avait perdu les élections, il n'était pas élu député au Maniema. Et en vertu de quoi est-ce qu'il pouvait être membre de la majorité parlementaire? Donc l'article a été violé depuis le avec début. Sani Badi Banga, ça a été respecté. Oui. Parce qu'il est député. Bon, là c'est autre chose. Donc il peut rester encore. Hein? Non, là c'est autre chose, parce que le mandat a déjà pris fin. On est déjà au-delà de 19. Et le système, comme on a déjà déraillé. Là, on a déjà déraillé. Là, on a déjà déraillé. Alors, dites-nous comment faire pour rentrer dans le conseil. C'est essentiellement l'émission, parce que l'émission a cet aspect-là scientifique, essentiellement fondé sur la fonction, mais on ne pouvait pas ne pas évoquer ces questions-là. Je vous en prie. Alors, comment retrouver, je disais l'accord de la CENCO, c'est un accord important, parce qu'il prévoit notamment que, au plus tard la fin de l'année, il doit y avoir des élections. Il doit y avoir un nouveau Parlement, il doit y avoir un nouveau président de la République. C'est-à-dire, dès qu'on aura, si cet accord est mis en place et mis à être exécuté, on aura des élections présidentielles, on aura des élections législatives, on aura même des élections locales, et ça va nous permettre de rentrer finalement dans l'ordonnancement constitutionnel. Le train sera finalement remis sur les rails. Voilà donc ce qui va se passer. Professeur, dites-nous un peu, vous qui avez fait de bonnes études, les hauts magistrats ont tranché par un accord, ils ont interprété l'article 70 de la Constitution. Joseph Kabila reste en fonction du président de la République jusqu'à l'installation. Vous, en tant que spécialiste, dites-nous, on a biaisé ou est-ce qu'on a bien conclu? Bon, j'ai déjà dit que c'était une hérésie scientifique en droit constitutionnel. Écoutez, quand vous faites ça, tout tourne autour de l'interprétation de la Constitution. Le problème dans ce pays, c'est que tout le monde se veut constitutionnaliste. Même un maçon. Tout le monde, même un jardinier, se veut constitutionnaliste. N'importe qui peut être communicateur, il passe dans les médias, il vous dit ce que dit la Constitution. Mais la Constitution ne s'interprète pas de n'importe quelle façon. Il y a des gens qui passent des années entières à apprendre les techniques pour interpréter la Constitution. Et ici, là où la Cour constitutionnelle a péché, c'est la Constitution ne s'interprète pas d'une façon littérale. Dans les techniques modernes d'interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle du Congo a par exemple manqué de faire appel à l'approche systémique de la Constitution, l'interprétation systémique de la Constitution. Un système, c'est un tout. Vous n'allez pas dire ce que c'est l'article 70 et l'interpréter à part. Faites un élément de tout, il est lié à tous les autres éléments. Le dernier article de la Constitution est absolument lié au préambule, qui vous dit nous, peuple congolais. Donc, cet article 70 ne pouvait pas être tiré à part. Il est lié, par exemple, à l'article 73. L'article 73 vous dit ceci, que la Commission nationale électorale indépendante doit convoquer les élections 90 jours avant la fin du mandat. Ça devait se faire le 19 septembre. Ça n'a pas été fait. Donc cet accord, l'article 70 doit être interprété avec l'article 73 et aussi avec l'article 75 et l'article 76. Lorsqu'il y a une vacance ou un intérim. C'est Léon Kengo Adondo, selon la Constitution. Ça, c'est l'article 75. Bon, voilà. Mais encore faut-il que ce soit déclaré, la vacance doit être déclarée par la Cour constitutionnelle. Voilà donc le problème. C'est comme ça se passe ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, le président Barack Obama, sur lequel j'ai écrit 2 ouvrages, le président Obama ne pouvait pas se dire, écoutez, les élections n'ont pas été organisées, donnez-moi une rallonge de 2 semaines. Impossible. C'est le président du Sénat aux États-Unis d'Amérique qui fait l'intérim. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il fallait interpréter la Constitution d'une façon holistique, comme un système, holistique comme un tout. Un tout, un ensemble. Oui, un ensemble. La Cour constitutionnelle a failli. Oui, elle a failli. Et je suis heureux, on a la faculté de droit, que cet arrêt-là, il n'a même pas respecté la loi organique de la Cour constitutionnelle. Et même le quorum requis n'a pas été réuni. Et je suis heureux parce qu'on est à la faculté de droit et que des professeurs de la faculté de droit, membres de la Cour constitutionnelle,
n'ont pas pris part à ce que j'appelle des récits constitutionnels de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Pour raison de maladie, faut pas leur prêter quand le quorum n'est pas atteint, ça ne vaut pas la peine. Et j'ai réagi dernièrement. J'ai réagi dernièrement à un article présenté par Didier Mahus. Didier Mahus, ça passé dans les médias, un constitutionnaliste français, Didier Mahus, qui a enseigné dans l'une des universités également, à l'université de Paris. Qui a défendu la thèse. De Paris 13, dans la même université où j'enseignais en France. Voilà. Comme professeur. Vous nous embrouillez, le professeur. On a vanté Didier Mahus, que je connais bien parce qu'on est dans la même université à Paris 13. On a fait circuler la cour, mais c'était une hérésie. Il a dit le contraire de ce que vous nous dites ici. Hein. Mais j'aimerais, s'agissant de Didier Mahus, j'aimerais que le débat se fasse à Paris 13, à l'université de Paris 13, devant les médias français. Mais il l'a dit ici, tout le monde a suivi. Et donc les étudiants qui ont pris ça doivent retenir. Non, vous savez, on est dans la confusion. Il se disait parce qu'il parle, s'agissant du Congo, il est constitutionnaliste français, on ne va pas le contredire. Mais moi, je ne veux pas laisser passer Didier Mahus. On ne peut pas dire des... J'attends encore cette émission-là à Paris pour être en mesure de discuter avec M. Didier Mahus, qu'il me dise un peu en droit constitutionnel, même français, même en suivant la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, que Didier Mahus, devant une émission, pas ici, évidemment en France, qu'il me dise, qu'il défende ce qu'on a fait passer dans les médias du pouvoir, et pour dire qu'il avait raison, même les constitutionnalistes français. Bon, on peut laisser cette histoire de Didier Mahus. On se retrouvera avec lui à Paris. Dites à ceux qui vous suivent, interprétez-nous l'article 70 de la Constitution. L'article 70, je réponds de cette façon. L'article 70 ne peut pas être interprété seul. Je reviens à cela. Il est lié à d'autres dispositions de la Constitution. Il est lié à l'article 73. C'est-à-dire quoi? Le président reste en exercice. D'après l'article, le président en exercice, c'est comme aux États-Unis. Vous avez eu, les élections ont eu lieu aux États-Unis au mois de novembre 2016. Les Américains ont élu un nouveau président, Donald Trump. Et pendant 2 mois, il y a une sorte de transition entre l'élection au mois de novembre et la prestation de serment de Donald Trump. Le 20 janvier 2017, il y a une période de transition. C'est ce qu'on dit, le président reste en fonction. C'était dans cette hypothèse-là, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Mais dans le cas de fait, ici déjà, la Cour, la CENI n'a pas organisé les élections, donc on a violé la Cour. On est déjà sorti. On est déjà sorti. Donc le président élu reste jusqu'à la prestation des serments. Et on savait très bien que l'élection allait se dérouler dans les délais constitutionnels. C'est ça donc qui s'est passé. Mais interpréter autrement la Constitution pour des besoins de politique de ventre, et c'est souvent courant dans ce pays, qui est notre pays à tous, c'est la prostitution politique, c'est la prostitution intellectuelle. J'estime que nos étudiants qu'on a formés, et même ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, il y a des circonstances atténuantes. Où est-ce qu'ils ont appris à interpréter la Constitution? Parce que vous êtes à la faculté de droit, c'est généralement des gens qui ont fini la licence, ce sont les étudiants, mais nous avons une faiblesse dans cette faculté, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de cours d'interprétation constitutionnelle. Vous pouvez vous retrouver demain à la Cour suprême de justice. Quel est le cours, dites-moi le prof à l'UNIKIN qui vous a enseigné le cours d'interprétation constitutionnelle pour que vous soyez... Vous remettez même en cause ceux qui ont interprété là. Ils n'avaient pas qualité, ils n'avaient pas les éléments techniques pour le faire. Non, ils ont le pouvoir, c'est la Cour constitutionnelle. Mais vous savez, vous parlez à quelqu'un qui assiste chaque année à la conférence des présidents des cours constitutionnelles d'Afrique. J'assiste chaque année. Ils sont pas là, ils sont là ou ils sont pas là? J'assiste chaque année à la conférence des présidents des cours constitutionnelles d'Afrique. Ils sont là ou ils sont pas là? Qui? Ceux qui sont à la Cour. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous assistez, c'est là que je vais arriver. Les juges constitutionnels doivent se former eux-mêmes. Ils doivent lire. Ils viennent souvent là-bas. Ils ne viennent pas. Je veux seulement un qui est mon collègue à la faculté de droit et il n'a pas pris part dans ce jugement-là. Je ne veux pas le citer. Alors dites-nous, professeur. Allez-y. Alors, donc les cours,
La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction du pays. Cette Cour, ils doivent subir des... Il faut même des recyclages. Moi, je participe à la formation de juge constitutionnel et je vous dis entre parenthèses que dans 2 semaines, je suis à Malabo, en Guinée équatoriale, pour parler de l'état de droit en Afrique centrale, avec les parlementaires et les juges constitutionnels d'Afrique centrale. Cet arrêt a quelle force de loi du moment où vous relevez toutes ces incongruités-là? Bon, je dis pour moi, comme scientifique, je parle comme scientifique, et vous l'avez bien dit, l'IDGPS, il y en a qui le conçoivent mal. Nous sommes une organisation de recherche, nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas un parti politique. Nous faisons de la science, mais la science sans caresser le mal. Une science proche, légèrement proche de l'opposition. Non. Si nous sommes dans une autre logique. On doit se départir de cette ancienne logique où le professeur d'université doit transporter une mallette, vous supplier pour rentrer au gouvernement. On l'a souvent dit. Je ne viens pas au gouvernement, je suis encore à l'université. Et si ceux qui voulaient me chercher maintenant, le professeur d'université est encore occupé à enseigner. On n'a pas le temps de flatter les hommes au pouvoir, de distiller des fausses théories pour être un PDG, pour être un ministre, ça ne vaut rien. Le plus important, c'est la science. Donc, je reviens donc. Il faut recycler. Nos amis de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas aussi leur faute. On doit travailler ensemble. Hein, parce qu'il y a des théories que vous n'avez pas apprises. Il y a des choses, nous ne savons pas tout. Ils ont des lacunes, hein? Ils ont des lacunes, moi j'en ai beaucoup en économie. Mais surtout dans leur interprétation, il y a des lacunes. Hein? Bon, il y a beaucoup de lacunes. Dans leur interprétation. Oui. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quel que soit l'âge. Alors vous dites que on peut travailler ensemble avec eux, les former un peu aux techniques d'interprétation pour améliorer la jurisprudence. Ils peuvent venir chez vous pour un recyclage. Hein? Nous-mêmes, nous pouvons aller chez eux. D'accord. Alors vous ouvrez la boîte à Pandore, les professeurs d'université. Professeurs, lorsqu'on voit, c'est des professeurs qui disent ça à la télévision. Lorsque vous voyez un professeur qui dit que Kabila est un homme providentiel, lui, professeur, appelé à former l'élite, Kinike Molumba, je le cite. Lorsque vous voyez d'autres écrire entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, Bochab, je le cite. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, professeurs, quand on vous pointe du doigt, lorsque vous détruisez le pays? Bon, voilà, permettez-moi d'abord de dire une chose. Je ne vais pas parler des individus. Je ne parle pas des individus. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait ceci. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Oui. Moi, je ne veux pas parler des individus. Vous savez, j'ai souvent dit, on distingue 3 types d'esprits scientifiques, intellectuels. On distingue les petits esprits, les moyens esprits et les grands esprits. Les grands esprits ne parlent pas des hommes, ils parlent des idées. Ils parlent des théories, ils parlent des doctrines, ils parlent des valeurs et des principes. Vous en parlez, vous êtes une grande idée. C'est un grand esprit. Il y a des esprits moyens qui parlent des événements. Il y a eu match, il y a eu inondation. Ils passent des journées à parler des événements. Et il y a les petits esprits. Les petits esprits parlent des hommes. Tel il est providentiel. Tel il est exceptionnel. Je ne veux pas parler de petits esprits. Je ne fais que vous accompagner. Voilà. Je crois que vous avez compris. D'accord. S'agissant de professeurs d'université, je crois que notre mission est noble. Notre mission est noble. Il y a des collègues qui font bien leur travail d'intellectuel. Évidemment, ils ne viennent pas toujours dans les médias. Mais il y a aussi, il faut l'avouer, nous n'avons pas toujours été à la hauteur comme intellectuels organiques. Nous n'avons pas toujours donné à notre peuple ce qu'il fallait lui donner. Nous avons parfois trahi par les théories que vous évoquez. Nous avons souvent trahi notre peuple. Nous avons parfois prostitué notre science au profit des intérêts matériels de pouvoir, d'argent. Parce que les gens veulent l'argent, construire des maisons, des hôtels. Nous nous sommes parfois prostitués, devenus des garçons de course, des hommes au pouvoir. Non, ce sont plutôt les politiciens quand vous évoquez l'opposition. Mais l'IDGPA ne suit pas l'opposition, ils suivent l'IDGPA. Et l'IDGPA est ouvert. Et pourquoi le PPRD, pourquoi tous les autres partis ne peuvent pas nous suivre? On doit retourner les choses. L'intellectuel, ça s'appelle la colline inspirée. C'est quoi aussi? Peut-être les traitements, les professeurs ne sont pas bien traités ici. Non, lorsque c'est un artiste, un musicien qui meurt, voilà, on sait comment ça se passe. Mais lorsque c'est un professeur qui meurt... Ça c'est aussi un élément. Ça c'est aussi un élément. Et je vous remercie de nous avoir donné cette émission. Parce que lorsque je vais à Dakar, on me cherche pour donner l'émission. Et la semaine passée, j'étais sur BBC Monde.
pour parler de Sen Tshisekedi de ce monde, c'est Ici, l'équivalent de nous allons CNN. entendre les micros C'est musiciens. Al Jazeera. Les modèles, Alors, c'est les musiciens. Vous, là, ici, vous non. dérangez. Il faut vous remercier. Quand je suis ailleurs, on vient me chercher. Mais on ne donne pas tout le poids à la science de sa recherche. Et une société qui n'accorde pas beaucoup de poids à ses intellectuels, c'est une société condamnée à la disparition. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce plan de détruire l'éducation du Congo pour faire des abrutis en 5-10 ans? Bon, mais c'est possible, mais on doit se révolter. On doit se révolter contre un tel plan. Vous savez, il y a un intellectuel qui disait ceci. Très souvent dans ce pays, on passe le temps à se plaindre, à pleurnicher. Et mon collègue Issa Chivji, que j'aime bien, qui enseigne à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie, il aime bien dire ceci. Pour les Africains, on doit être ce qu'il appelle en anglais, we should be a fighting people. We should be a struggling people. People who are fighting. Les gens qui luttent. Les gens qui se battent et pas les gens qui pleurent. Et quelqu'un d'autre disait, l'essentiel ce n'est pas ce qu'on a fait de nous. Mais l'essentiel c'est ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. On a fait de nous décoloniser. On a fait de nous quoi? Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous? Et là, le rôle très important des intellectuels, pas seulement des professeurs d'université. Il ne faut pas tout jeter les pierres sur les professeurs d'université. Mais dans les médias, regardez les médias. C'est l'élite aussi. Oui, nous sommes l'élite, je dans les reconnais. médias, il y a n'importe quoi. Regardez la presse. C'est la propagande. Regardez. Vous avez des gens qui font passer, bon, je ne veux pas... Regardez même dans le monde religieux. Il faut que je vous ai laissé... Wow, alors, donc voilà, nous sommes scientifiques. Vous avez des valeurs. Mon concept même que vous, professeurs, vous allez au Rwanda, vous êtes pris en considération, en Afrique du Sud, mais dans votre propre pays, vous êtes traité d'une certaine façon. Cette politique-là, professeur, n'est pas un plan pour vous décourager à former l'élite et à aller former les autres à l'étranger. Mais c'est vrai. Heureusement aussi que le type de mission que vous organisez, ça va dans le sens de déjouer ces plans-là. Trop de risques. Oui, c'est trop de risques. On doit se cacher à tout moment. Mais parlez de la Constitution comme on l'a fait. Vous avez des pancartes. Le 18 février 2016, mon institut a organisé un colloque sur les 10 ans de la Constitution. Contre vents et marées, on s'est dit on ne peut pas laisser passer la Constitution de la République sans en parler. Et vous avez suivi les événements. Parce que là, il y a des valeurs sur lesquelles on ne sait pas transiger. Bon, on est faible, mais la corruption n'entre pas ici. Le prof et l'institut, on n'a pas besoin d'argent. Vous avez 5 millions de dollars, gardez-les. Vous avez des maisons ou des voitures à me donner, gardez-les. Le professeur des universités ne viendra pas. Vous ne mourrez pas. Il y a des valeurs, je ne mourrai, je suis déjà salarié. Vous ne voulez pas devenir ministre ou premier ministre? Eh bien, c'est trop peu. Je voudrais rendre service à la nation un jour et je le ferai. Mais le prof d'université a une mission importante, critique dans la vie. Il doit éclairer son peuple, il doit orienter la nation, et c'est même le discours pour nos étudiants. Les étudiants qui forment, on dit qu'ils deviennent magistrats demain. La justice est corrompue. Mais qui sont les magistrats? Il faut inculquer les valeurs. La justice est corrompue par les magistrats formés où? Mais formés dans nos facultés. Il faut que nos étudiants eux-mêmes se remettent en cause. Celui qui te fait du mal, c'est celui qui va porter plainte et te dit Nakokangi Sayo. Il te fait arrêter, il t'amène à Makanga. Il faut résister. La prison est là, vous savez, j'ai écrit un livre sur Nelson Mandela. J'ai écrit un livre sur Nelson Mandela. Là, je sais que demain j'en écrirai peut-être sur Etienne Tshisekedi. Alors, il y a des valeurs pour lesquelles les gens doivent être préparés à mourir s'il le faut. Et on ne doit pas transiger sur les valeurs. Vous n'êtes pas pauvre, Peter. Vous êtes riche. Parce que vos idées, vous contribuez à cette formation de l'élite et de la nation. Donc, on doit vraiment, nos étudiants que nous formons, on ne forme pas les gens pour tricher. C'est ce qui fait parfois mal. Que les étudiants veulent passer par la prostitution, la corruption, on ne forme pas des gens pour cela. Mais on doit former les gens qui tiennent aux valeurs pour faire avancer le pays. Et j'espère que ça viendra. Que représente une constitution pour un pays? Une constitution pour un pays, c'est ça le socle de cette émission. C'est la loi fondamentale du pays. C'est ce document, c'est ce texte. Évidemment, il y a des constitutions. La constitution peut être écrite ou coutumière. Coutumière comme en Grande-Bretagne, comme en Israël, comme en Nouvelle-Zélande. Mais la plupart des constitutions modernes, elles sont écrites à partir de la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas très longue. C'est la loi fondamentale du pays pour que le public qui nous suit poursuive. C'est la Constitution qui fait que vous êtes à Kinshasa. Vous avez un lien spirituel
citoyen avec le Congolais qui est à Bouta. C'est cette constitution qui unit le Congolais qui est à Badolité à celui qui est à Sakania au Katanga.